C'est-à-dire que la Chine est présente d'abord auprès de l'Iran, ce qui est très important, mais elle est présente également dans d'autres parties du Moyen-Orient. C'est une présence pour le moment relativement discrète, mais une présence qui est quand même importante parce que ça change un peu la répartition des forces dans cette région du monde. Et je pense que la guerre d'Ukraine contribue justement à renforcer la présence de la Chine dans cette région du monde. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique qui s'intitule Israël au Moyen-Orient, Israël au cœur de sa région, avec comme thème cette semaine, va-t-on vers un rôle accru de la Chine au Moyen-Orient? Et pour en parler avec nous en ligne depuis Paris, le professeur André Caspi. Bonjour et shalom André. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste, entre autres, de l'histoire des États-Unis. À ce titre, vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur ce pays, leader mondial, dont l'un des derniers en tête paru en 2019 s'intitule La Nation armée. Et puis vous avez fait paraître il y a quelques mois un très long article, une étude sous forme de placard qui s'intitule Pourquoi Biden va-t-il échouer? Alors, en ce qui concerne notre débat, et en préambule justement à cette réflexion sur le rôle de la Chine et sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans notre région, je voudrais que l'on se penche sur un élément déterminant du contexte planétaire duquel dépendent les agissements justement de cet immense pays-continent, à savoir le facteur démographique. Vous-même, dans l'hebdomadaire Actualité juive, vous êtes fait l'écho, comme d'autres experts, du fait assez surprenant que pour la première fois dans son histoire moderne, eh bien, la démographie chinoise a marqué le pas. Elle a même décliné entre 2021 et 2022 avec un déficit de presque 1 million de naissances, 850 000 naissances de moins que l'année précédente. Et vous écrivez justement, et je voudrais avoir votre feedback, que vous avez dit en conclusion que la Chine est une nation en déclin, comme le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, si bien que l'âge moyen ne cesse d'augmenter. Les Chinois, et c'est ça ce qui nous concerne en fait, sont donc plus vieux avant de devenir plus riches. Ils ont perdu leur dynamisme commercial et économique. Alors ma première question, en quoi ce facteur démographique pourrait influencer la compétition à coup de tiré, compétition qui est à la fois économique et socio et géopolitique entre la Chine et les États-Unis, qui eux ont une population certes qui fait le tiers de celle de la Chine, mais qui continue de croître et surtout qui devient de plus en plus jeune, avec donc plus de gens qui rentrent sur le marché du travail. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le rôle de la Chine au niveau planétaire? N'importe comment, la Chine reste pays très peuplé, l'un des plus peuplés du monde avec l'Inde. Ça veut donc dire que la Chine a un avantage du point de vue démographique. Au fond, il y a une diminution de la population chinoise qui est quand même significative, puisque en quelques mois, la Chine a perdu 1 million d'habitants, mais elle en a encore 1 milliard 400 millions. Hein. Ça veut dire qu'elle est loin devant les États-Unis. Mais la puissance démographique ne correspond pas nécessairement à la puissance politique. C'est pas parce que on a un pays très peuplé qu'automatiquement il joue un rôle primordial dans les relations internationales. J'ai simplement voulu souligner que la Chine n'est pas aujourd'hui un pays sur lequel il faut compter dans les décennies à venir. C'est un pays qui va rencontrer des difficultés, qui rencontre déjà, et je crois que de ce point de vue-là, c'est un pays qui est plus dynamique que la Chine. Alors, vous concluez votre analyse démographique en disant qu'il est fort probable que l'avenir du monde
dites-vous, sera américain et non pas chinois. Et si ce devait être le cas, que peut-on prévoir, même si c'est difficile d'être précis en la matière, mais de l'attitude géopolitique, voire militaire de la Chine, à la fois dans le Pacifique, où existe aujourd'hui une confrontation face à face avec les États-Unis, mais aussi au plan planétaire. Bon, la Chine ne risque-t-elle pas de devenir un pays plus agressif, peut-être parce qu'il est en situation plus précaire, voire de se livrer, comme vous d'ailleurs vous l'écrivez dans cette étude, à des provocations ou des aventures dangereuses pour la paix du monde? Toute évidence, la Chine a une politique étrangère qui est particulièrement dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'elle est seulement en Asie, mais au Moyen-Orient, et indirectement, elle est présente en Europe. Ce qui veut dire que à avoir une politique mondiale, et même si les perspectives démographiques ne sont pas aussi pour la Chine que les Chinois pourraient imaginer, il n'empêche que pour les prévisions démographiques, il est évident que la Chine occupe une place très importante dans l'histoire du monde. Donc, on ne sait pas très bien ce que sera le monde dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Actuellement, la Chine représente le principal concurrent des États-Unis, c'est-à-dire que l'avenir du monde dépend des relations entre Pékin et Washington. Oui, qui ont été troublés il y a quelques jours par cette histoire du ballon espion. C'est un avatar qui n'est pas fondamental, mais qui quand même illustre la tension entre les deux pays. Alors, autre question, que pourrait-il se passer au Moyen-Orient, puisque c'est notre région, où la Chine a déjà développé une présence avec à la fois une base militaire à Djibouti, et puis avec surtout ces immenses projets des nouvelles routes de la soie, de construction d'infrastructures dans nombre de pays en Méditerranée orientale, ainsi que dans la Corne de l'Afrique, donc autour de notre région, et surtout avec son rôle parallèle accru, qui est, semble-t-il, plus discret que le rôle militaire des Russes intervenus en Syrie voilà quelques années, qui continue d'être présent sur le terrain pour défendre le régime Assad. Est-ce que vous pensez que Beijing et la Chine va accentuer son rôle dans la région dans les mois et les semestres qui viennent? C'est-à-dire que la Chine est présente d'abord auprès de l'Iran, ce qui est très important, mais elle est présente également dans d'autres parties du Moyen-Orient. C'est une présence pour le moment relativement discrète, mais une présence qui est quand même importante, parce que ça change un peu la répartition des forces dans cette région du monde, et je pense que la guerre d'Ukraine contribue justement à renforcer la présence de la Chine dans cette région du monde. D'abord parce que la Chine est de plus en plus proche de l'Iran est de plus en plus proche de la Russie, c'est-à-dire qu'au fond, il se constitue petit à petit un axe dans lequel la Chine tient un rôle essentiel. Et il est évident que dans les années à venir, ce rôle sera encore plus essentiel qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, ça correspond évidemment à un changement dans la répartition des pouvoirs au Moyen-Orient, et je pense que de plus en plus, la Chine tiendra une place fondamentale dans les relations internationales de. Alors justement, je voulais vous interroger ensuite sur un volet déterminant que vous venez d'évoquer du rôle de la Chine dans la région, c'est son alliance militaire et stratégique assez prioritaire avec l'Iran, des mollahs, et Téhéran et Beijing ont en effet signé l'an dernier un énorme pacte militaire stratégique sur 20 ans, donc jusqu'à l'horizon 2041, prévoyant des livraisons d'armes à l'Iran pour le régime islamiste, et aussi
prévoyant de lui fournir des équipements militaires et technologiques les plus modernes et sophistiqués. C'est évidemment un gros sujet d'inquiétude pour Israël, même s'il faut signaler que les relations entre la Chine et Israël, au plan économique notamment, restent bonnes. Alors, comment est-ce que cet axe privilégié de relations avec l'Iran, et surtout ce pacte militaire, va pas porter ombrage à Israël? Et bien sûr, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une répartition des forces qui est nouvelle avec l'intervention de la Chine. Jusqu'à maintenant, la Chine était pratiquement absente de cette région du monde. C'est la Russie qui tenait le rôle principal. Mais avec la guerre d'Ukraine, il y a un changement qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle répartition des forces. La Russie peut compter sur l'Iran, l'Iran compte sur la Chine, c'est-à-dire qu'au fond, on voit se former un axe pour l'État d'Israël qui doit compter davantage encore sur l'appui des États-Unis et sur une politique qui est peut-être difficile à définir à l'égard de la Russie, mais qui ne serait pas systématiquement hostile à la Russie, mais qui permettrait en somme à Israël de se retrouver dans une situation qui soit un peu moins dangereuse. Donc je crois que la présence de la Chine, justement, a inauguré une nouvelle ère dans les relations internationales de cette région du monde. Alors, question subsidiaire, sans rentrer dans les détails, est-ce que vous pensez que cette alliance privilégiée avec l'Iran va porter ombrage aux relations entre la Chine et Israël au plan économique? Est-ce que c'est contradictoire? Dans un certain sens, c'est contradictoire. Mais d'un autre côté, les Chinois ne sont pas non plus complètement dans l'idée qu'il faut soutenir l'Iran contre Israël. Les Chinois sont favorables éventuellement à une sorte d'équilibre dans la région. Ils tiennent sans aucun doute à maintenir des relations avec Israël tout en renforçant leurs relations avec l'Iran. C'est-à-dire qu'au fond, là, on est dans un complexe difficile à juridiction internationale parce que rien n'est définitif, tout est mobile, tout peut changer. Et l'Iran, elle avance ses pions aussi d'une manière moins forte du côté d'Israël ou du côté des États arabes. Et il est évident que la présence de la Chine au Moyen-Orient, c'est un nouvel élément dans l'histoire des relations internationales. C'est quelque chose qui change par rapport à tout ce que nous avons connu et qui annonce une période nouvelle sur laquelle il est difficile de se prononcer parce que on ne sait pas très bien dans quel sens elle va s'orienter, mais en tout état de cause, c'est une période qui est différente de celle que nous avons connue jusqu'à maintenant. Alors, autre volet qui permettrait donc de tracer des jalons pour l'avenir, c'est l'assez récent décollage des relations économiques et énergétiques entre la Chine et l'Arabie Saoudite, qui a profité depuis 3 ans de sa demi-brouille avec l'administration Biden pour se rapprocher donc de la Chine et notamment lui vendre son pétrole, dont chose intéressante et fait assez significatif, les transactions quotidiennes s'évaluent désormais non plus en dollars américains, mais en yens chinois. Alors, est-ce que vous pensez que ce rapprochement est malgré tout un fait indirectement positif pour Israël, compte tenu de la coopération sécuritaire officieuse qui règne déjà entre Jérusalem et Riyad? Est-ce que ce triangle-là va du côté des pions avec lesquels Israël peut jouer sur la carte régionale? La politique de Riyad est très complexe. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'Arabie Saoudite était très proche des États-Unis. Aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait le cas. Et cela tient d'abord à la guerre d'Ukraine, où les Saoudiens ne veulent pas suivre ni à son pays, rappelez-vous, d'augmenter leur production de pétrole alors que Washington le leur demandait. Ça veut donc dire que sont prêts à trouver des alliances qui permettent un équilibre
un peu plus solides dans leurs relations internationales. Alors cet équilibre-là repose en partie sur non seulement sur des relations avec la Russie, mais aussi des relations avec la Chine. Ça veut donc dire que l'Arabie saoudite est en train de s'émanciper de la tutelle que les États-Unis pouvaient exercer sur Riyad. Et dans la mesure où l'Arabie saoudite s'émancipe, elle peut évidemment se rapprocher un peu plus d'Israël ou au contraire prendre des distances suivant les circonstances. Je crois que dans les circonstances actuelles, c'est plutôt un rapprochement que l'on constate et c'est un rapprochement qui se fait en somme en dehors même de l'influence des États-Unis. C'est un changement profond qui se manifeste aujourd'hui dans les relations internationales du Moyen-Orient. La Chine est présente, elle ne l'était pas il y a quelques années, et il est évident que cette présence va se renforcer. Alors, on l'a vu avec les liens qui unissent maintenant la Chine et l'Iran, les liens qui sont maintenus avec Israël, les liens qui sont un peu nouveaux avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire qu'au fond, l'influence de la Chine est quand même très forte dans cette partie du monde. Alors, dernière question, un petit peu en forme de réflexion plus théorique. On constate dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui que finalement, ce sont 4 anciens grands empires, enfin, 4 empires ou ex-empires qui mènent la danse ou qui posent problème et qui sont des grands acteurs. Bon, on citait tout à l'heure l'Iran, qui a aussi des velléités à vouloir être un empire perse moderne. Et puis il y a la Chine, qui est l'empire du milieu, dont on vient de parler. Et puis il y a aussi la Russie, qui est un ancien empire qui justement qui a des airs de grandeur aujourd'hui compte tenu de l'intervention en Ukraine. Et puis il y a aussi la Turquie, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi l'Empire ottoman du passé. Et donc, on voit que dans ce Moyen-Orient d'aujourd'hui, le feedback de l'histoire joue son rôle avec 4 pays, 4 puissances qui entremêlent les fils de la carte du Moyen-Orient. C'est un sujet un petit peu sophistiqué, un peu compliqué, ça. Ce sont des empires très anciens qui, pendant un temps, s'étaient effacés dans l'histoire du Moyen-Orient, mais maintenant ils reparaissent, c'est-à-dire qu'ils reprennent la force qu'ils avaient il y a quelque temps. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Moyen-Orient redevient ou continue d'être un des théâtres principaux dans l'histoire des relations internationales. Et c'est évidemment un théâtre avec des scènes très compliquées, très diverses, qui font qu'il est toujours très difficile de prévoir ce qui va se passer, parce qu'au Moyen-Orient, les surprises succèdent aux surprises, l'étonnement succède à l'étonnement, et il est évident que on peut aujourd'hui être surpris par l'évolution de l'Arabie saoudite, on peut être surpris par la présence de la Chine, on n'est pas surpris par les ambitions de l'Iran, parce que ce sont des ambitions qui datent d'il y a longtemps et qui continuent à se manifester, on n'est pas surpris non plus par les ambitions de la Turquie, et puis il y a cette guerre d'Ukraine qui bouleverse sans aucun doute les cartes en Europe, mais qui les bouleverse aussi au Moyen-Orient. Eh bien, André, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à notre prochaine émission dans 2 semaines. Au revoir et bonne journée.